Jamaïque, mars 1852. La mort de Lord Pembroke arrive comme un coup de tonnerre dans la société coloniale de Kingston. Cet homme qui possédait jadis 3 plantations de canne à sucre s'éteint dans une modeste maison, ruiné par le jeu et les mauvais investissements. Il laisse derrière lui 6 filles non mariées et une montagne de dettes qui menacent d'engloutir jusqu'à leur nom. Le testament que le notaire Mr. Thornbury s'apprête à lire ne contient aucune bonne nouvelle, et toute la famille le sait déjà. Les 6 sœurs Pembroke se tiennent dans le salon poussiéreux, vêtues de noir. Lady Harriet, l'aînée de 32 ans, garde le menton haut malgré les circonstances. Elle a passé sa vie à jouer le rôle de la fille responsable, celle qui compense les frasques de son père, celle qui maintient les apparences même quand tout s'écroule. Lady Beatrice, 29 ans, tripote nerveusement son mouchoir brodé, le dernier vestige de luxe qu'elle possède encore. Son esprit pratique calcule déjà les options qui s'offrent à elle. Lady Eleanor, 27 ans, observe la scène avec un détachement troublant, comme si tout cela ne la concernait pas vraiment. Elle a toujours été différente, celle qui lit des livres interdits, qui pose des questions embarrassantes. Lady Victoria, 25 ans, pleure doucement, non pas pour son père qu'elle connaissait à peine, mais pour l'avenir qui s'évanouit devant elle. Elle avait des prétendants autrefois, avant que la fortune familiale ne s'évapore. Lady Constance, 23 ans, serre les mâchoires pour retenir sa colère. Elle en veut à son père d'avoir gaspillé leur héritage dans les tripots de Kingston, de les avoir condamnés à cette existence misérable. Lady Rosalind, la cadette de 21 ans, regarde par la fenêtre comme si elle espérait s'échapper de cette réalité oppressante. Elle est la plus jeune, celle qui n'a jamais connu la richesse, seulement le déclin. Mr. Thornbury ajuste ses lunettes cerclées d'or et commence sa lecture d'une voix monocorde. La propriété principale de Spanish Town, hypothéquée 3 fois, et les créanciers frappent à la porte. Les terres de Sainte-Catherine, saisies il y a 6 mois pour couvrir les dettes de jeu. Les meubles, un huissier viendra la semaine prochaine pour tout emporter aux enchères. Les bijoux de famille, la dot de leur grand-mère, les perles de leur mère. Déjà au mont-de-piété depuis 2 ans, et l'échéance pour les récupérer est passée. Les sûrs écoutent l'inventaire de leurs ruines avec un silence de plus en plus pesant. Chaque ligne du testament enfonce le clou un peu plus profondément. Puis le notaire marque une pause. Ils toussent, mal à l'aise. Il reste un bien, un seul. Jabari, 28 ans, forgeron de profession, évalué à 400 livres sterling selon les tarifs du marché actuel. C'est le dernier esclave que Lord Pembroke n'a pas vendu, peut-être par sentimentalité car Jabari travaillait pour la famille depuis 15 ans, peut-être par simple oubli dans le chaos de ces dernières années. Jabari, qui répare les charrettes quand elles se brisent sur les chemins chaotiques, qui forge les outils pour les fermiers du voisinage, qui entretient les grilles et les portails. Jabari dont les mains habiles peuvent créer n'importe quel objet en métal, du simple clou à l'ornement décoratif le plus complexe. « Mesdames », déclare Mr. Thornbury en repliant le document avec des gestes nerveux, selon les termes du testament et la loi en vigueur, vous devrez partager cet homme. Le mot « partager » résonne étrangement dans la pièce. Lady Harriet, toujours pratique, demande des précisions. Le notaire explique que selon la loi des colonies britanniques, les 6 héritières possèdent chacune un 6e de Jabari. Elles ont 2 options, le vendre et diviser l'argent entre elles, ce qui leur rapporterait environ 66 livres chacune, ou trouver un arrangement pour son usage commun. Il suggère, après avoir consulté des précédents juridiques, un calendrier rotatif. 2 jours chez chacune dans sa résidence respective, puis on recommence le cycle. Ainsi, chaque sœur bénéficierait équitablement de ses services. Les sûrs échangent des regards. 66 livres, ce n'est rien. Cela paierait le loyer de leur modeste logement pour quelques mois, puis quoi? Elles retomberaient dans la misère, cette fois sans aucun bien à leur nom. Harriet prend la parole. Elle garde Jabari. Elles utiliseront ses compétences pour générer des revenus. Il peut réparer, forger, construire. Les gens paient pour ses services. C'est leur seule chance de survie. Les premières semaines se passent sans incident majeur. Jabari accepte ce nouveau système avec la résignation de celui qui n'a jamais eu son mot à dire sur sa propre existence. Il transporte ses quelques affaires, une couverture usée, 2 chemises,
Un couteau à tout faire, quelques outils personnels d'une résidence à l'autre dans un sac de toile. Chaque lundi et jeudi, il change de maison, s'adaptant aux routines différentes de chaque sœur, aux tempéraments variés, aux attentes distinctes. Lady Harriet, dans sa petite maison de ville de King Street, l'emploie à réparer les portes grinçantes, les fenêtres qui ferment mal, le toit qui fuit. Elle est exigeante mais juste, lui donne ses ordres le matin et le laisse travailler tranquille. Elle ne parle pas beaucoup, gardant une distance professionnelle. Jabari sent qu'elle est gênée par la situation, qu'elle préférerait ne pas avoir à dépendre d'un homme, surtout d'un homme qu'elle possède avec ses sœurs, comme on possède un cheval de labour. Lady Beatrice, dans son cottage de Constant Spring Road, lui fait forger de nouveaux crochets pour sa cuisine, réparer ses casseroles trouées, créer des ustensiles dont elle a besoin. Elle est bavarde, posant des questions sur son travail, s'intéressant aux techniques de forge. Parfois, elle s'assoit dans l'atelier et le regarde travailler pendant des heures, fascinée par la transformation du métal brut en objets utiles. Lady Eleanor, installée dans une vieille maison de Halfway Tree, le charge de fabriquer des grilles décoratives pour son jardin négligé, de réparer les meubles cassés, de construire une serre pour ses plantes. Elle est la plus étrange des 6, parlant peu mais le fixant intensément quand il travaille. Ses yeux gris suivent chacun de ses mouvements avec une attention qui met Jabari mal à l'aise. Lady Victoria, dans un bungalow près du port, lui demande de forger des outils de jardinage, des supports pour ses jardinières, des réparations diverses. Elle est directe, parfois brusque, donnant ses ordres comme un capitaine commande son équipage. Mais elle n'est pas cruelle, et Jabari apprécie au moins de savoir exactement ce qu'elle attend de lui. Lady Constance, qui partage une maison avec Rosalind à Crossroads, le traite presque comme un invité au début. Elle semble ne pas savoir quoi faire de lui offrant du thé, s'excusant pour le dérangement. Cette gentillesse rend Jabari plus nerveux que la froideur de Harriet. Il connaît sa place dans l'ordre social, et cette confusion des rôles ne présage rien de bon. Lady Rosalind, la plus jeune, l'évite carrément. Elle sort quand il arrive, rentre quand il part. Les rares fois où ils se croisent, elle baisse les yeux et s'éclipse rapidement. Jabari comprend qu'elle a honte de la situation, honte de posséder un être humain, honte de faire partie de ce système. Mais Jabari n'est pas un homme ordinaire, et c'est là que commence le vrai problème. Grand, presque 6 pieds, la mâchoire carrée, les épaules larges façonnées par 15 années de travail au marteau, et à l'enclume, il possède une présence physique impossible à ignorer. Ses mains calleuses et marquées de cicatrices manient le fer avec une dextérité presque artistique. Il ne forge pas simplement, il crée. Un chandelier devient une sculpture délicate, une simple grille se transforme en œuvre d'art. Quand il parle, sa voix grave et posée contraste avec sa condition d'esclave. Il s'exprime correctement, sans l'accent créole des chants, avec un vocabulaire qui surprend. Il lit et écrit, compétence rare qu'un ancien maître éclairé lui a enseigné dans sa jeunesse, avant que cet homme ne meure et que Jabari soit vendu à Lord Pembroke. Il connaît la Bible, récite des passages de Shakespeare qu'il a appris par sœur. Cette éducation fait de lui une anomalie, un esclave qui ne correspond pas aux stéréotypes confortables que la société coloniale préfère. Les sœurs le remarquent. Comment ne pas le remarquer? Dans leur petite maison où elles vivent seules, sans la présence protectrice d'un père ou d'un mari, Jabari devient une présence masculine qui remplit l'espace. Quand il travaille torse nu dans l'atelier par les chaudes journées d'avril, la sueur luisant sur sa peau sombre, les muscles de son dos bougeant sous l'effort, elle le voit. Elle détourne le regard, bien sûr. La bienséance l'exige. Mais leurs yeux reviennent toujours. Lady Eleanor est la première à franchir la ligne invisible qui sépare la maîtresse de l'esclave. Un soir de mai, alors que le soleil descend sur Kingston et que Jabari termine une réparation complexe dans sa remise, elle entre sous prétexte d'inspecter le travail. La chaleur de la forge remplit l'espace confiné, rendant l'air presque irrespirable. Jabari, concentré sur un fer qu'il est en train de façonner, ne l'entend pas approcher. « C'est magnifique », dit-elle en regardant le candélabre qu'il vient de terminer. Sa voix le fait sursauter. Il se retourne, marteau encore en main. « Merci, madame. J'ai suivi vos instructions. »« Non, c'est bien plus que ce que j'avais demandé. » Elle s'approche, passe ses doigts sur les volutes délicates du métal travaillé.
Jabari sent son parfum, un mélange de lavande et de quelque chose de plus personnel. Elle est trop proche, dangereusement proche. J'aime travailler le fer, dit-il pour rompre le silence pesant. C'est ma façon de m'exprimer. Eleanor lève les yeux vers lui. De vous exprimer. On ne vous autorise pas beaucoup d'expressions, n'est-ce pas? La question est piégée. Jabari le sait. Il ne peut ni acquiescer ni protester sans risquer de l'offenser. Il reste silencieux, gardant les yeux baissés comme on lui a appris à le faire. « Regardez-moi », ordonne Eleanor. C'est un ordre. Il obéit. Leurs yeux se rencontrent et quelque chose passe entre eux. Jabari voit dans son regard une solitude qui fait écho à la sienne. Une femme de 27 ans, non mariée, sans fortune, sans avenir. Un homme de 28 ans, esclave, possédé par 6 femmes comme un outil. 2 personnes piégées dans leurs prisons respectives. Elle pose sa main sur son bras. Sa peau est pâle contre la sienne, douce contre ses callosités. Vous devez avoir chaud, laissez-moi vous apporter de l'eau. Elle part, revient avec une cruche et un verre. Jabari boit pendant qu'elle le regarde. Quand il pose le verre, elle est encore plus proche. Il peut voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, compter les taches de rousseur sur son nez. « Madame, je devrais... » « Vous devriez quoi? Partir? C'est votre soir ici. Vous restez jusqu'à demain matin. Oui, madame. Eleanor. Appelez-moi Eleanor quand nous sommes seuls. Je ne peux pas, madame. Ce ne serait pas approprié. Elle rit amèrement. Qu'y a-t-il d'approprié dans cette situation? 6 sœurs se partagent un homme comme un livre de bibliothèque. C'est grotesque. Jabari ne répond pas. Que pourrait-il dire? Elle a raison, mais reconnaître cette vérité serait dangereux. Eleanor recule finalement, brisant le sort. Terminez votre travail. Je vous apporterai votre dîner dans 1 heure. Ce soir-là, elle lui apporte un repas sur un plateau, pas dans sa cabane comme d'habitude, mais dans la maison principale. Elle mange avec lui, chose impensable. Il parle. De tout, de rien, de livres qu'elle a lus, de techniques de forge qu'il a développées. Des heures passent. Quand la nuit tombe complètement, Eleanor se lève. « Votre chambre est prête, dit-elle. Mais si vous préférez, ma porte reste ouverte. » L'invitation est claire. Jabari sent son cœur battre dans sa poitrine. Il pense aux cordes, au lynchage, aux corps d'hommes noirs pendus aux arbres pour bien moins que ce qu'elle suggère. Mais il pense aussi à 15 années de solitude, de contacts humains limités à des ordres et des punitions. Cette nuit-là, il franchit le seuil de sa chambre. Ce qui se passe dans l'obscurité reste entre eux, mais quelque chose change fondamentalement dans leur relation. Eleanor ne joue plus à la maîtresse. Elle parle à Jabari comme à un égal, partage ses pensées, ses frustrations, ses rêves impossibles. Et quand vient le moment où il doit aller chez la sœur suivante, elle le regarde partir avec un mélange de tristesse et de défi. La semaine suivante, c'est chez Lady Béatrice que Jabari observe les premiers signes de changement. Béatrice a toujours été curieuse, mais maintenant elle pose des questions plus personnelles. D'où vient-il? A-t-il de la famille? Que pense-t-il de Shakespeare? Les conversations s'allongent, deviennent plus intimes. Un après-midi, alors qu'il travaille sur un chandelier en fer forgé compliqué, elle lui demande de lui montrer comment on façonne le métal. « Venez », dit Jabari, en jetant un regard prudent autour de lui. La prudence est devenue son second nature. Il faut d'abord chauffer le fer jusqu'à ce qu'il rougisse. Béatrice s'approche de la forge. La chaleur fait perler la sueur sur son front. Elle porte une robe simple de coton bleu, sans les crinolines et les jupons habituels des dames de qualité. La ruine a au moins cet avantage. Les contraintes vestimentaires s'allègent quand on n'a plus personne à impressionner. Maintenant, on prend le marteau, continue Jabari. Il pose sa main sur la sienne pour guider le mouvement. Le contact est électrisant. Leurs mains, l'une rugueuse et sombre, l'autre douce et pâle, bougent ensemble sur le manche du marteau. Le fer résonne sous les coups, la sueur coule dans le dos de Jabari, pas seulement à cause de la chaleur de la forge. Béatrice se tourne vers lui.
Leurs visages sont à quelques pouces l'un de l'autre. « Vous êtes un bon professeur », murmure-t-elle. « Madame, je... » « Béatrice. Mon nom est Béatrice. » C'est la même transgression qu'Éléanore, mais cette fois Jabari est moins surpris. Il commence à comprendre que quelque chose de plus grand qu'eux est en train de se mettre en place. Ces femmes, privées de tout, cherchent quelque chose qu'elles ne peuvent nommer. Et lui, malgré tous les dangers, ne peut s'empêcher de répondre à ce besoin. Les jours suivants chez Béatrice deviennent une répétition de ceux chez Éléanore. Des conversations prolongées, des regards qui durent trop longtemps, une proximité qui défie toutes les conventions. Béatrice est moins directe qu'Éléanore, plus hésitante, mais le résultat est le même. Une nuit, alors qu'un orage tropical frappe Kingston, transformant les rues en rivières boueuses, elle frappe à la porte de sa cabane. « Je ne peux pas dormir avec ce tonnerre, » dit-elle, trempée jusqu'aux os. « Puis-je rester ici un moment ?» Jabari sait que c'est un mensonge. Béatrice a grandi en Jamaïque. Les orages ne lui font pas peur. Mais il la fait entrer quand même, lui donne sa couverture sèche, allume une bougie. Il reste assis côte à côte sur le lit étroit, écoutant la pluie marteler le toit de tôle. Quand elle pose sa tête sur son épaule, Jabari ne proteste pas. Lady Victoria est différente. Elle ne joue pas avec les conventions. Elle ne s'embarrasse pas de prétextes ni de justifications. Un après-midi, alors qu'il répare une grille dans son jardin, elle sort de la maison et ferme la porte de l'atelier à clé derrière elle. « Nous devons parler », déclare-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Jabari pose ses outils et se redresse. « Oui, madame. J'ai entendu des rumeurs. Mes sœurs parlent de vous différemment. » Éléanore a ce regard dans les yeux. Béatrice sourit en prononçant votre nom. Elle s'approche. « Je veux savoir ce qui se passe. » Jabari sent la panique monter. Si elle l'accuse, il est fini. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Je fais mon travail, rien de plus. Ne me prenez pas pour une idiote. » Victoria est maintenant face à lui, si proche qu'il peut sentir son souffle. « Je sais reconnaître une femme qui a pris un amant, et mes sœurs ont cet air-là. » Le silence s'étire. Jabari cherche désespérément une réponse qui ne soit ni un aveu, ni un mensonge trop évident. « Je devrais être scandalisé, » reprend Victoria. « Je devrais vous dénoncer, vous faire fouetter, ou pire. C'est ce qu'une dame respectable ferait, n'est-ce pas? » « Oui, madame. Mais voyez-vous, je ne suis plus une dame respectable. Je suis une femme ruinée de 25 ans, sans dot, sans perspective, condamnée à vieillir seule dans cette maison miteuse. » Elle pose sa main sur sa poitrine, juste au-dessus du sœur, et j'en ai assez de respecter les règles d'une société qui m'a abandonné. Ce qui suit est direct et sans romantisme. Victoria n'a pas les illusions d'Éléanore ni la douceur de Béatrice. Elle prend ce qu'elle veut avec la même franchise avec laquelle elle ordonne la réparation d'une grille. Jabari, pris dans un système qui le dépasse, ne voit pas comment refuser sans risquer des conséquences pires. Il est un esclave. Elle est sa maîtresse. Le consentement, dans ce contexte, est une notion floue au mieux, inexistante au pire. Les mois de juin et juillet passent dans une routine étrange. Jabari rotationne entre les maisons, travaillant le jour, partageant les nuits avec 3 des 6 sœurs. Éléanore, Béatrice et Victoria maintiennent une fiction fragile de normalité en public, mais chacune sait pour les autres. La jalousie couve, des tensions émergent. Victoria reproche à Éléanore de garder Jabari 1 heure de plus que prévu. Béatrice s'énerve quand elle découvre une marque de griffure sur le dos de Jabari, preuve physique de ses activités chez une autre. Lady Constance observe tout cela avec une fascination horrifiée. Elle voit ses sœurs se transformer, devenir des versions d'elles-mêmes qu'elle ne reconnaît pas. Elle sourit davantage, parle avec plus d'animation, ont une énergie nouvelle. Elle comprend ce qui se passe, bien sûr. Elle n'est pas naïve. Mais elle se dit qu'elle ne tombera jamais dans cette folie. Elle a encore sa dignité, ses principes. Puis vient son tour d'héberger Jabari. Il arrive un lundi matin avec son sac usé, les yeux fatigués. Constance le traite avec une froideur distante, lui donne ses tâches, s'assure qu'il comprend qu'elle n'est pas comme ses autres sœurs. Elle ne fraternisera pas avec un esclave. Mais la solitude est une chose terrible.
Constance a 23 ans et n'a jamais été embrassée. Aucun homme ne l'a regardée avec désir. Elle passe ses journées dans un silence oppressant, son seul compagnon étant Rosalind qui la traite avec une distance polie. Les livres ne suffisent pas. Les promenades solitaires ne suffisent pas. Le travail de couture ne suffit pas. Elle tient 3 jours. Le 4e soir, elle entre dans l'atelier sous prétexte de vérifier une réparation. Jabari lève les yeux de son travail et quelque chose dans son regard de la compassion peut-être, ou de la compréhension fait craquer sa résolution. Elle s'assoit sur un tabouret et commence à parler. De sa vie, de ses rêves brisés, de la cruauté d'un monde qui juge les femmes sur leur valeur matrimoniale. Lady Rosalind, la cadette, reste à l'écart. Elle observe ses sœurs avec un mélange de fascination et de répulsion. Elle voit leurs regards changer, leurs gestes possessifs, quand Jabari arrive pour son tour de service. Elle entend leur dispute devenir plus âpre. Harriet et Béatrice se disputent pour avoir Jabari un jour de plus. Eleanor refuse de le laisser partir à l'heure prévue. Victoria menace de faire valoir ses droits en justice, mais c'est en juillet 1852 que tout explose. Lady Eleanor se sent nauséeuse le matin. D'abord, elle l'attribue à la chaleur écrasante de l'été jamaïcain ou peut-être à quelque chose qu'elle a mangé. Mais les nausées persistent, jour après jour. Sa fatigue devient constante. Ses seins sont douloureux. Ses robes commencent à serrer à la taille. Elle ignore les signes pendant 2 semaines, puis 3. Au bout d'1 mois, elle doit affronter la vérité. Fin août, elle ne peut plus boutonner ses robes habituelles et doit porter des vêtements amples qui masquent les changements de son corps. Elle consulte discrètement un médecin dans une clinique à l'autre bout de Kingston, sous un faux nom. Le diagnostic tombe comme un coup de masse, 4 mois de grossesse. L'enfant naîtra en décembre. La nouvelle secoue la famille comme un tremblement de terre. Lady Harriet découvre la vérité en rendant visite à Eleanor sans prévenir. Quand elle voit le ventre arrondi de sa sœur, elle comprend immédiatement. La confrontation est violente. Harriet exige de savoir qui est le père. Eleanor refuse d'abord de répondre. Mais sous la pression incessante de sa sœur, elle finit par avouer. Le silence qui suit est assourdissant. Harriet devient blanche comme un linge. « Jabari ? Tu as couché avec Jabari ? Un esclave ? Un nègre ?» La voix de Harriet monte dans les aigus, presque hystériques. Eleanor relève le menton avec défi. « Il n'y a eu qu'un seul homme dans ma vie ces derniers mois. Un seul homme dans toutes nos vies. » Harriet convoque une réunion d'urgence. Elle force toutes ses sœurs à se rassembler dans son salon. L'atmosphère est électrique, chargée de terreur et d'anticipation. Quand Harriet annonce la grossesse d'Eleanor, les réactions sont variées. Rosalind sort précipitamment vomir. Constance tremble de tout son corps. Victoria reste figée. Puis Béatrice, incapable de garder plus longtemps son secret, éclate en sanglots et avoue qu'elle aussi est enceinte. 3 mois. Victoria se lève brusquement, marchant vers la fenêtre, avant de déclarer d'une voix morne qu'elle porte également l'enfant de Jabari. 3 sœurs enceintes sur 6, 3 grossesses qui correspondent exactement au calendrier des visites de Jabari. Les mathématiques ne mentent pas, et toute tentative de nier la paternité serait ridicule. Harriet hurle, rage, pleure. Elle traite ses sœurs de dépravées, de folles, de traîtresses. Comment ont-elles pu détruire le nom Pembroke de façon si complète et définitive? Les semaines suivantes, les sœurs tentent désespérément de cacher la situation. Eleanor porte des châles épais malgré la chaleur. Béatrice prétend être malade et refuse toutes les invitations sociales. Victoria s'isole complètement. Mais les ventres continuent de grossir, et dans une ville comme Kingston où tout le monde connaît tout le monde, les secrets ne restent pas longtemps cachés. C'est une servante de Béatrice qui vend la mèche. Elle remarque les changements physiques de sa maîtresse et en parle à une amie qui travaille chez un marchand. Cette servante mentionne la chose à son employeur qui le répète à sa femme. La femme en discute lors d'un thé avec d'autres dames de la bonne société. En quelques jours, la rumeur circule, les sœurs Pembroke sont enceintes. Mais de qui? Elles ne fréquentent aucun homme respectable. Elles vivent seules. Alors comment? Un journaliste du Kingston Daily Gleaner commence à enquêter. Il interroge les voisins,
reconstitue le calendrier de rotation de Jabari, fait le lien entre les dates et les grossesses. Quand il publie son article début octobre sous le titre « Le scandale Pembroke, 3 sœurs enceintes du même esclave », l'explosion sociale est immédiate et dévastatrice. Le scandale se propage comme un feu de brousse dans toute la Jamaïque coloniale. L'article est lu dans les salons, discuté dans les clubs, dénoncé dans les églises. Le journaliste ne se contente pas de rapporter les faits, il spécule sur les détails sordides, imagine des scènes d'orgie, invente des perversions qui n'ont jamais existé. La vérité plus triste que scandaleuse, celle de la solitude et de l'intimité interdite, n'intéresse personne. Les gens préfèrent l'histoire sensationnelle d'aristocrates dégénérés se vautrant dans la bestialité avec leurs esclaves. L'ostracisme est immédiat et brutal. Les portes se ferment. Les anciennes amies traversent la rue pour les éviter. Les commerçants refusent de leur vendre quoi que ce soit. Des insultes sont criées depuis les fenêtres. Des pierres sont jetées sur leur maison. L'Église condamne publiquement leur conduite. Le révérend Blackwood prononce un sermon enflammé sur la dégénérescence morale et la trahison de la race blanche. Il les compare à Jézabel et réclame leur bannissement de la communauté chrétienne. Les autorités coloniales interviennent. Le gouverneur ordonne une enquête. Les sœurs sont convoquées pour témoigner. Dans la salle d'audience bondée, elles doivent affronter les regards accusateurs de toute la bonne société. Le procureur les interroge avec un mépris à peine voilé. Comment ont-elles pu commettre une telle abomination? Comment ont-elles pu souiller leur sang avec un nègre? Lady Harriet, qui n'est pas enceinte mais qui est complice par son silence, prend la défense de ses sœurs. Elle déclare que la loi elle-même les a placées dans cette situation impossible. Comment partager un homme sans créer des liens? Comment vivre sous le même toit sans développer des sentiments? Sa plaidoirie tombe dans l'oreille d'un sourd. Le juge statue rapidement. Les sœurs sont déclarées coupables de corruption des mœurs et d'atteinte à la dignité de la race blanche. Elles sont bannies de toute fonction sociale, interdites de participer aux offices religieux, et leurs noms sont rayés du registre des familles respectables. Jabari, lui, disparaît avant que la sentence ne soit prononcée. Des rumeurs circulent. Certains disent qu'il s'est enfui vers les montagnes où vivent les Marrons, ces esclaves révoltés qui ont créé leur propre communauté libre. D'autres prétendent qu'il a pris un bateau vers Haïti. Quelques-uns murmurent qu'il a été lynché en secret par des planteurs furieux. La vérité, personne ne la connaît vraiment. Les mois suivants sont un calvaire pour les sœurs. Lady Eleanor accouche en décembre d'un garçon à la peau café au lait. Elle le regarde longuement, ce petit être qui scelle sa disgrâce, puis prend une décision. Elle le garde. Elle l'appelle Thomas et refuse de le cacher ou d'en avoir honte. Lady Béatrice accouche en janvier, une fille aux cheveux bouclés et aux yeux en amande. Elle la nomme Sarah. Contrairement à Eleanor, Béatrice hésite. La pression sociale est écrasante. Sa propre mère, encore vivante, mais malade, refuse de voir le bébé. Des membres éloignés de la famille offrent de prendre l'enfant et de le placer dans un orphelinat pour Métis. Béatrice résiste, mais la tentation de retrouver une vie normale est forte. Lady Victoria donne naissance à des jumeaux en février. Un garçon et une fille. Elle les nomme James et Emily. Victoria, toujours la plus directe, annonce publiquement qu'elle élèvera ses enfants avec fierté. Elle achète une petite ferme isolée avec les derniers fonds de la famille et s'y installe avec les bébés. Les 3 sœurs non enceintes font face à leur propre dilemme. Lady Harriet, l'aînée responsable, tente de maintenir une façade de respectabilité. Elle renie publiquement ses sœurs scandaleuses et essaie de reconstruire une vie loin d'elle. Mais la tache sur le nom Pembroke est indélébile. Aucun homme ne veut l'épouser. Aucune famille ne veut l'accueillir. Lady Constance sombre dans l'alcool. Elle qui avait goûté aux fruits défendus, sans en subir les conséquences physiques, porte néanmoins le poids de la culpabilité. Elle se demande si son silence initial a contribué au désastre. Elle boit pour oublier, pour ne plus sentir le regard méprisant des gens, pour échapper à l'ennui mortel de sa vie gâchée. Lady Rosalind, la cadette, est celle qui souffre le plus de l'injustice. Elle n'a jamais touché Jabari. Elle n'a rien fait de répréhensible. Mais elle porte le nom Pembroke et cela suffit pour la condamner. À 21 ans.
Sa vie est déjà terminée avant d'avoir commencé. Aucun prétendant, aucune invitation, aucun avenir. Elle qui rêvait de voyager, de voir le monde, se retrouve prisonnière d'un scandale auquel elle n'a pas participé. Les années passent lentement. La société coloniale de la Jamaïque a une mémoire longue. Le scandale des sœurs Pembroke devient une légende locale, une histoire que les mères racontent à leurs filles pour les mettre en garde contre les dangers de la promiscuité avec les esclaves. Les détails sont déformés, amplifiés, transformés en paraboles morales. Lady Eleanor élève son fils Thomas dans un isolement relatif. L'enfant grandit en marge de la société, ni blanc ni noir, appartenant à aucun monde. Elle lui enseigne à lire et à écrire, lui transmet les compétences qu'elle possède. Thomas devient un jeune homme intelligent mais marqué par le rejet constant. À 15 ans, il quitte la Jamaïque pour Cuba, cherchant un endroit où la couleur de sa peau pose moins de problèmes. Lady Beatrice finit par céder à la pression. Quand Sarah a 3 ans, elle accepte de la confier à une institution religieuse qui s'occupe des enfants métis. La séparation la brise. Elle passe le reste de sa vie à regretter ce choix, visitant l'orphelinat chaque dimanche pour apercevoir sa fille de loin. Sarah grandit sans jamais vraiment connaître sa mère, élevée par des nonnes qui lui apprennent à avoir honte de ses origines. Lady Victoria tient bon. Sur sa ferme isolée, elle élève James et Emily avec une détermination farouche. Elle leur enseigne la fierté, le travail, la résilience. Ces enfants grandissent sachant qui est leur père, sachant pourquoi la société les rejette, mais refusant d'accepter ce jugement. James devient un excellent fermier, Emily une sage-femme respectée dans les communautés rurales où les préjugés sont moins rigides. Lady Harriet vieillit seule dans sa petite maison de Kingston. Elle maintient une existence austère, évitant toute mention du scandale, vivant comme une veuve respectable bien qu'elle n'ait jamais été mariée. Elle meurt en 1860, 11 à 51 ans, entourée de domestiques mais sans famille, sans amis, sans personne pour pleurer sa disparition. Lady Constance ne survit pas longtemps à sa descente. L'alcool détruit son foie. Elle meurt en 1860 à 31 ans, dans une chambre misérable d'une pension de Kingston. Son corps est découvert 3 jours après sa mort. Seule Rosalind assiste à ses funérailles. Lady Rosalind est celle qui surprend tout le monde. À 25 ans, elle décide de quitter la Jamaïque. Elle utilise les dernières économies familiales pour acheter un passage vers l'Angleterre. Là-bas, personne ne connaît l'histoire des Pembroke. Elle réinvente son passé, prétend être veuve, trouve un emploi comme gouvernante. Elle se marie finalement à 30 ans avec un modeste commerçant qui ignore tout de son histoire. Elle emporte son secret dans la tombe. Quant à Jabari, son destin reste mystérieux. Les histoires contradictoires circulent pendant des décennies. Certains jurent l'avoir vu à Port-Royal, travaillant comme forgeron libre sous un faux nom. D'autres affirment qu'il a rejoint un groupe de marrons dans les montagnes bleues et vécu libre jusqu'à un âge avancé. Une rumeur persistante raconte qu'il a acheté un passage vers le Libéria, cette terre africaine créée pour les esclaves affranchis. La vérité est peut-être plus simple. Jabari a probablement disparu dans l'une des nombreuses communautés de gens de couleur libre qui existent en marge de la société coloniale. Il a peut-être changé de nom, appris un nouveau métier, construit une nouvelle vie loin du scandale. Ou peut-être est-il mort jeune, victime de la malaria ou de la violence qui frappe si souvent les hommes noirs dans les Caraïbes du 19e siècle. Ce qui reste certain, c'est l'impact du scandale sur la société jamaïcaine de l'époque. Les lois concernant les relations entre maîtres et esclaves sont durcies. Les propriétaires sont désormais tenus responsables de la conduite morale de leurs maisonnées. Les femmes blanches non mariées ne peuvent plus hériter d'esclaves mâles sans tuteur masculin pour superviser la situation. L'affaire Pembroke devient un exemple dans les débats sur l'esclavage. Les abolitionnistes l'utilisent pour démontrer la corruption morale inhérente au système. Comment peut-on posséder un être humain sans créer des situations immorales? Les défenseurs de l'esclavage, eux, y voient la preuve de la dégénérescence qui menace la race blanche si on ne maintient pas une séparation stricte. En 1838, l'esclavage est aboli dans les colonies britanniques, 14 ans avant le scandale Pembroke. Mais en 1852,
Le système d'apprentissage qui remplace l'esclavage maintient encore des relations de dépendance proches de la servitude. Jabari était techniquement un apprenti, pas un esclave, mais la distinction est purement légale. Les dynamiques de pouvoir restent les mêmes. L'histoire des 6 sœurs révèle les hypocrisies de la société coloniale. Ces hommes qui condamnent les Pembroke possèdent souvent des maîtresses noires. Ces femmes qui les ostracisent ont été élevées par des nourrices esclaves qui les connaissent mieux que leur propre mère. La proximité forcée créée par le système esclavagiste produit inévitablement des relations complexes que la société refuse d'admettre publiquement. Le scandale pose aussi la question du consentement dans un système où le pouvoir est si déséquilibré. Jabari pouvait-il vraiment refuser les avances de ses maîtresses? Avait-il le choix, ou était-il, lui aussi, une victime de ce système qui traite les êtres humains comme des propriétés à partager? Les enfants nés de ces unions portent le poids d'une société qui refuse de les accepter. Trop noirs pour être blancs, trop blancs pour être noirs, ils naviguent dans un espace liminal où aucune communauté ne les réclame vraiment. Thomas, Sarah, James et Emily grandissent en sachant qu'ils sont le produit d'un scandale, que leur existence même est considérée comme une preuve de dégénérescence morale. Pourtant, ils survivent. Ils trouvent des moyens de vivre, d'aimer, de créer leur propre famille. Leurs descendants marchent aujourd'hui dans les rues de la Jamaïque, portant dans leurs veines le mélange de sang qui a autrefois causé tant de fureur. La Jamaïque moderne est une société majoritairement métisse, où les distinctions rigides de couleur de 1852 semblent absurdes. L'histoire des sœurs Pembroke nous enseigne que les systèmes basés sur la domination d'un groupe humain par un autre créent inévitablement des situations où les frontières établies sont transgressées. L'intimité forcée, la proximité constante, les besoins humains fondamentaux ne peuvent pas être complètement contrôlés par des lois ou des conventions sociales. Elle nous montre aussi comment les femmes, même privilégiées par leur race, étaient prisonnières de leur propre système. Sans fortune, sans mari, sans perspective, les sœurs Pembroke étaient déjà marginalisées avant le scandale. Leur transgression était peut-être une forme de rébellion inconsciente contre un ordre social qui les condamnait de toute façon à une vie sans signification. Le jugement de la société s'abat de manière disproportionnée sur les femmes. Les hommes blancs qui entretiennent des relations avec des femmes noires sont rarement ostracisés de la même manière. L'hypocrisie sexuelle de l'époque victorienne pèse plus lourdement sur les femmes, surtout celles qui osent désirer ouvertement. Enfin, cette histoire illustre la cruauté du système esclavagiste dans sa dimension la plus intime. Jabari n'était pas seulement privé de liberté politique ou économique. Il était privé même de contrôle sur son propre corps, ses propres relations, sa propre sexualité. Il appartenait littéralement à 6 femmes, partagées comme un outil, utilisées selon leurs besoins et leurs désirs. Le mot « partagé », prononcé par le notaire ce jour de mars 1852, contenait une ambiguïté que personne n'a voulu voir. Partager un être humain, c'est déjà le nier en tant que personne. Mais partager un homme entre 6 femmes dans la proximité quotidienne d'une maisonnée créait une situation explosive qui ne pouvait que mal finir. Que ce scandale ait effectivement eu lieu, ou qu'il soit le produit de l'imagination collective et des peurs d'une société esclavagiste, ne change rien à sa vérité fondamentale. Des milliers de situations similaires se sont produites dans les Caraïbes, dans le Sud américain, au Brésil. Partout où l'esclavage a placé des êtres humains à la merci complète d'autres êtres humains. Les grossesses non désirées, les relations forcées, les enfants métis rejetés sont l'héritage amer de cette époque. Les sœurs Pembroke, Jabari, et leurs enfants ne sont peut-être que des noms dans une histoire locale de la Jamaïque coloniale, mais ils représentent des millions de destins brisés par un système qui a traité des êtres humains comme des marchandises, créant des tragédies personnelles au nom du profit et du pouvoir. Leur scandale résonne encore aujourd'hui comme un avertissement contre tous les systèmes qui nient l'humanité fondamentale de certains pour le bénéfice d'autres.